Adam Bros presents. Friends, The Office, Alerte à Malibu, Gossip Girl, ces séries ne pourraient plus voir le jour aujourd'hui. En effet, de plus en plus de personnes pointent du doigt les représentations de ces shows télé comme étant problématiques. Mais alors, que révèlent vraiment ces polémiques qui continuent de pousser chaque semaine, chaque mois sur les séries télé de notre enfance ou des anciennes générations? C'est ce qu'on va voir et vous verrez, l'angle qu'on va adopter n'est pas forcément celui auquel vous pensez. Wow, you look just like your son, Mrs. Tribbiani. It's got compartments for all your stuff. Your wallet, your keys, your address book, your makeup. Welcome to my convenience store. Would you like some Googie Googie? Oh, I have some very delicious Googie Googie, only 99 cents plus tax. Try my Googie Googie. Try my Googie Googie. Try my Googie Googie. Try my... En juin 2020, HBO Max retire temporairement de sa plateforme le film Autant en emporte le vent en raison de scènes jugées racistes. La polémique s'embrase immédiatement. En plein avènement du débat public autour de la notion de cancel culture puis de wokisme dont on a longuement discuté sur cette chaîne, voilà que désormais on s'en prend aux œuvres et non seulement aux célébrités. Et je sais que c'est toujours mis dans le même panier et on parle toujours de cancel culture quand on parle des films qui sont ensuite retirés ou qui sont pointés du doigt pour leur racisme, sexisme, etc. Mais pour moi, c'est pas le même phénomène. On a étudié, encore une fois, le phénomène de la cancel culture, qui est un phénomène qui est pour moi très particulier et qui concerne avant tout les célébrités pour leurs agissements en dehors même du contenu qu'elles produisent. Et donc, même si ça s'inscrit aussi dans une démarche que certains qualifieraient de woke, de progressiste ou en recherche de justice sociale, pour moi, le phénomène n'est pas du tout le même et les conséquences sont pas du tout les mêmes. Je suis d'accord que parfois la frontière est assez floue, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, en tout cas, on va pas employer le terme de cancel culture. Pourtant, en se penchant de plus près sur le sujet, il n'est pas question d'effacer une partie de l'histoire ou un long métrage. Le film était rapidement à nouveau disponible avec simplement un insert remettant le contexte de la production du long métrage et dénonçant le caractère raciste de certains éléments. D'ailleurs, d'autres films ont connu le même sort, comme Dumbo ou le dessin animé Peter Pan sur Disney+, qui avait été dénoncé pour sa représentation du peuple native d'Amérique. Mais au-delà du débat important et contemporain sur la légitimité de ces représentations, une question majeure que cette controverse pose est celle de l'évolution de la réception d'une œuvre dans le temps. À quel point un film, ou en l'occurrence une série pour ce qui va nous intéresser, peut être acclamé à sa sortie et quasiment renié quelques années plus tard. Comment une œuvre peut mal vieillir ? Et qu'est-ce que cela dit de notre société et de l'état de l'art? Alors, quand je parlerai de séries qui ont mal vieilli, je n'aborderai que très peu la question esthétique, qui a pourtant son importance et qui suit à peu près les mêmes logiques que ce qu'on verra. Il ne sera donc pas tellement question de se demander pourquoi la technique de 2001 l'Odyssée de l'espace a mieux vieilli que les décors en carton-pâte et les effets spéciaux primaires de Lost in Space, voire même du Voyage sur la Lune de Méliès. De même pour la construction narrative des séries qui a énormément évolué. On a déjà vu ici que la mode du binge-watching, initiée en partie par Netflix, était à l'origine de bouleversements dans nos modes de consommation, mais aussi dans le mode de production des séries avec des épisodes plus longs, des cliffhangers de fin d'épisode moins forts, etc. Ici, il sera uniquement question du propos de la série, de son contenu, de son message. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est deux sorties d'actrices de séries majeures sur le sujet. En décembre, Mindy Kaling, actrice, productrice et scénariste de l'excellente sitcom The Office US, expliquait que la série n'aurait pas pu voir le jour dans le contexte actuel. Elle souligne que les gens auraient trouvé certaines blagues ou certains personnages trop offensants et que cela ne serait pas passé. Pourtant, The Office a pris fin en 2013, il y a moins de 10 ans, et reste une série extrêmement populaire. Tout comme Friends, qui fête malgré tout ses 30 ans, mais dont le retentissement reste important, comme le prouve l'engouement autour de la réunion du casting l'année dernière. Cependant, cela n'a pas empêché Jennifer Aniston, actrice principale de la série, d'affirmer elle aussi que Friends ne pourrait pas exister telle qu'elle avait été faite il y a 30 ans aujourd'hui. Selon elle, les jeunes trouvent
trouverait également la série offensante. Mais alors, qu'est-ce qui est concrètement reproché à ces séries qui auraient mal vieilli? Pour Friends, on avait déjà abordé le sujet, mais c'est comme Seinfeld ou même How I Met Your Mother. On se retrouve face à un groupe de jeunes entre la vingtaine et la trentaine qui habitent dans de super appartements, en bossant jamais, et auxquels il est difficile de s'identifier aujourd'hui. Également, l'absence de représentation des minorités est pointée du doigt. Même David Schwimmer, l'interprète de Ross, a reconnu en interview le manque de diversité du casting principal, mais également des personnages qui gravitent autour d'eux. Il aurait insisté pour que Ross sorte avec des femmes de couleur, ce qui fut un peu le cas par la suite. Et même au-delà du cast, certaines blagues sont désormais jugées sexistes, transphobes, racistes, voire grossophobes pour ce qui est de Monica avant sa transformation physique par exemple. Pourtant, il était clair qu'au moment de sa sortie, la série n'a pas vraiment provoqué de remous sur ces sujets-là. Au contraire, de nombreuses personnes soulignaient son aspect précurseur au sujet de l'homoparentalité pour l'ex de Ross, ou même de la GPA-PMA de Phoebe pour son cousin, qui était quand même juste un moyen de justifier la grossesse de Lisa Kudrow. C'est un peu les mêmes reproches qui sont faits aux Simpsons, même si la série continue d'être diffusée. Je l'expliquais dans ma vidéo sur la chute de ce classique cet été, en compagnie de l'ami The Reg, mais la petite famille modèle nord-américaine de la classe moyenne, avec le père qui a un travail peu qualifié, la mère au foyer et une maison avec 3 enfants, n'existe plus, si donné qu'elle ait réellement existé un jour. De même, beaucoup relèvent des blagues jugées offensantes, en particulier dans les premières saisons, en raison de l'humour corrosif qui régnait alors. Un problème que South Park avait également rencontré lors de son arrivée sur Netflix. Les fans s'étaient rendus compte que de nombreux épisodes manquaient. Le géant du streaming avait dans un premier temps répondu que ces dernières sont considérées comme dénigrantes pour certaines communautés par les autorités audiovisuelles locales, avant de se rétracter et d'expliquer qu'il s'agissait simplement de l'ensemble des épisodes donnés par les ayants droit. Le personnage d'Apu dans Les Simpsons, caricature d'un Américain d'origine indienne, avait même fait l'objet d'un documentaire dénonçant la mauvaise représentation de la communauté qu'il offrait et les dérives qui pouvaient en découler. Et même des séries pourtant plus récentes comme Gossip Girl possèdent des aspects qui ont mal vieilli. Chuck qui agresse sexuellement des femmes et qui est clairement misogyne avant d'avoir un arc de rédemption pour le moins étonnant, ou même le fait que Serena ait une relation avec l'un de ses professeurs. Des éléments qu'on retrouve évidemment pas dans le reboot par HBO Max sorti il y a peu de temps. Et bien sûr, je n'ai cité que les exemples récents les plus connus, mais il est possible de faire ça avec la grande majorité des séries sorties avant 2010. Certaines tiennent quand même le coup, comme Malcolm qu'on avait analysé et qui a eu la chance d'être assez en avance sur son temps pour s'acheter un répit de plusieurs années, mais très probablement que la série aura également mal vieilli à bien des égards dans 10, 15, 20 ans. Même des séries considérées en avance sur leur temps finissent par se faire rattraper. Et je vois déjà certains prendre leur clavier à leurs mains, et vous avez tout à fait raison, c'est l'objectif, commenter votre point de vue sur la question, ça m'intéresse, mais certains sont déjà prêts à me dire que ça dépend de la qualité de la série, et que certaines séries vieillissent bien, et certaines séries vieillissent mal, et qu'il y a des chefs-d'œuvre qui sont intemporels. Pour moi, quelle que soit la qualité de l'œuvre en question, la qualité de la série, à quel point elle est avant-gardiste, elle finira de toute façon par disparaître et elle finira par mal vieillir ou devenir problématique. Dans 150 ans, probablement que Malcolm sera vu comme une série absolument rétrograde. Et donc, si je suis d'accord pour dire que les mauvaises séries vieillissent souvent beaucoup plus mal pour plein de raisons, et notamment une des premières, c'est parce que c'est pas des bonnes séries, donc c'est ça souvent le problème, c'est pas tant leur vieillissement que la qualité en elle-même. Pour moi, même les plus grands chefs-d'œuvre finiront par mal vieillir. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis demandé à quoi c'était dû, et surtout, pourquoi ça fait autant polémique. Pour moi, la réponse tient dans l'idée que l'on se fait de l'évolution de l'art dans le temps. Je me dois de m'opposer à un mythe bien tenace et qui explique, je pense, les débats autour de ces séries qui auraient mal vieilli, c'est celui de l'œuvre d'art intemporelle. Intemporelle, qui dans sa définition signifie quelque chose qui, par sa nature, est étranger au temps, invariable. Si on considère les films, et en l'occurrence les séries comme des œuvres, on pourrait se dire qu'à ce titre, elles sont conçues pour traverser les époques. En effet, puisque l'œuvre dépasse les personnes à l'origine de sa création, cela donne l'impression qu'elle est immuable et qu'elle n'est pas sensible à l'épreuve du temps. Je continue à me régaler devant la 4e dimension, plus de 50 ans après la mort de Rod Serling, son créateur et représentateur principal. Et quand les scénaristes et les acteurs de Friends seront morts, la série continuera d'être visionnée et appréciée par de nombreuses personnes. Alors, puisqu'elle survit au-delà de ses créateurs, on pense que l'œuvre d'art est intemporelle. Par intemporelle, j'entends que le temps passe sans avoir d'effet sur cette œuvre. On pourrait penser qu'en effet, les premières saisons des Simpsons sont les mêmes en 2023 qu'au moment de leur première diffusion. Et c'est à ce titre qu'il paraît choquant qu'aujourd'hui, elles ne soient pas accueillies de la même manière. Pourquoi ce qui était considéré comme un chef-d'œuvre
ou de très très bonnes saisons dans les années 90 est aujourd'hui, dans les années 2020, considéré quasiment comme rétrograde. Pour moi, il s'agit d'une erreur de jugement. Déjà car, d'un point de vue littéral, toute œuvre, toute série, aussi culte qu'elle soit, est vouée à disparaître, et donc à subir l'effet du temps qui passe. On ne se rend évidemment pas compte, car nous vivrons que 80 ans environ, et donc nous nous projetons sur 200 ans en arrière ou 200 ans en avant, et sur le temps très long, même l'œuvre considérée comme la plus intemporelle de l'humanité finira par disparaître. Ne serait-ce que physiquement, les CD, DVD, vinyles, et même les peintures, ou encore les serveurs qui stockent ces œuvres, se détériorent chaque jour à petit feu. Metropolis, sûrement un des plus grands films de l'histoire, est incomplet, en raison de la perte de certains passages de la pellicule qu'il compose. On parle d'un film qui n'a même pas 100 ans. On s'éloigne un peu du sujet, mais c'était juste pour mettre en évidence que, de toute façon, l'intemporalité est un mythe. Cependant, même en ce qui nous concerne, donc comment une série peut évoluer selon les époques dans son propos, son contenu pur, il n'y a pas d'intemporalité pour moi. L'analyse marxiste de l'art, et pas que, a toujours souligné que chaque œuvre dépend de son temps et de l'idéologie dominante de la société dans laquelle elle a été conçue. Dr. Strangelove, Get Out, Don't Look Up, To Be or Not To Be sont des films qui sont le fruit de leur environnement. Au niveau des séries, même Squid Game, Stranger Things ou encore Euphoria reflètent une partie de l'époque durant laquelle elles ont vu le jour. Au-delà de simplement souligner qu'une œuvre s'inscrit en effet toujours dans un contexte, je veux relever par ce point que chaque série est située temporellement, y compris dans son message. Probablement que la nostalgie sans limite pour les années 80 de Stranger Things ne trouvera pas l'écho qu'elle rencontre actuellement en 2040. De même pour les angoisses adolescentes soulevées par Euphoria. Chaque série est donc le fruit de son époque. Mais surtout, et c'est encore plus important, chaque réception du public est également le fruit de son époque. Nous sommes influencés par les idéologies et la société qui nous entoure. Cela va forcément avoir un effet sur notre perception des séries que l'on regarde. C'est logique que les changements de valeurs dans la société se reflètent dans notre perception des œuvres. Un casting entièrement dénué de personnes de minorité questionne de nos jours, car cela fait partie des problématiques culturelles majeures de notre époque. Donc non, les séries et même toute forme d'art n'est pas immuable. Les peintures de Van Gogh étaient reniées lors de sa création et n'ont jamais été aussi valorisées qu'aujourd'hui. Une quantité de films cultes ont reçu un accueil mitigé et ont fait un flop total au moment de leur diffusion au ciné. Les œuvres sont soumises au temps par leur essence et leur processus créatif qui est temporellement situé, mais aussi et surtout par la réception du public dont la perception est également située. Et donc c'est ce qui crée simplement cette opposition entre deux situations temporelles différentes qui vont se confronter et parfois ne pas se retrouver. Ces fameux décalages donnant lieu donc à des séries qui ont mal vieilli ou qui ne pourraient plus voir le jour. Mais je n'y vois rien de vraiment polémique. Et du coup, je trouve vraiment que les inserts en début de film ou en début de série pour des séries par exemple, comme donc ce fut le cas pour Peter Pan, Dumbo ou Autant n'importe le vent, je trouve que c'est vraiment une bonne solution. Parce que ça va permettre aux spectateurs de prendre conscience que le film ou l'œuvre qu'il s'apprête à regarder est historiquement située et qu'il faut la prendre dans ce contexte. Ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas ensuite choquée de ce qui est représenté, il ne sera pas ensuite troublé, mais au moins il y aura une forme de préparation et une forme de reconnaissance de oui, ok, c'est plus actuel. Et pour moi, c'est pas très grave, comme je l'ai dit. En tout cas, personnellement, je suis pas du tout tenant de la théorie de il faut interdire ces œuvres parce qu'elles sont devenues problématiques. Non, pas du tout. Elles sont devenues, bon alors le terme problématique, on peut le questionner, mais elles sont devenues anachroniques en fait. Leur offrir un contexte de visionnage qui les resitue temporellement et historiquement, ça peut faire partie des solutions pour enlever cet anachronisme criant qui peut effectivement déranger au visionnage. C'est pour ça que la plupart des polémiques m'ont étonné parce que sur le fond, il ne s'agit pas du tout de renier des œuvres. En 1967, Roland Barthes écrit l'essai intitulé « La mort de l'auteur ». Dans ce dernier, il avance que, selon lui, l'interprétation du lecteur prévaut toujours sur les intentions de l'auteur. Le sens d'une œuvre dépend donc de la réception de son spectateur plutôt que de son créateur. Il dit que l'unité d'un texte ne réside pas dans ses origines, mais dans sa destination. Il circonscrit son analyse à la littérature, mais pour moi, cela s'applique également aux autres formes d'art et pourquoi pas aux séries populaires. Le cœur d'une série est ce que les spectateurs y voient, avant même ce que les auteurs ont voulu y mettre. Puisque j'expliquais plus tôt que ce qu'on voit dans une série dépend de notre environnement social, qui est fluctuant en fonction des époques, il est donc normal que le sens d'une série, que son cœur, que son essence change en fonction du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on souligne l'absence de diversité de Friends, les blagues limites de The Office ou des Simpsons, voire des comportements sexistes, racistes des personnes d'anciennes séries,
il ne faut pas prendre cette analyse comme un reproche anachronique d'une génération trop coincée ou offensée pour un rien. Selon moi, il faut le prendre comme l'interprétation d'un nouveau public aux codes et aux mœurs différents qui vont, par leur réception historiquement située, changer effectivement le sens d'une œuvre. Après, on peut débattre de la légitimité de ces nouvelles valeurs. Le but n'est pas d'annihiler toute discussion dans un relativisme qui voudrait que c'est le sens de l'histoire. Mais je tenais simplement à rappeler que selon moi, toutes les séries, aussi réussies soient-elles, ne sont pas intemporelles, et qu'alors rien ne sert de polémiquer sur ces changements de perception en eux-mêmes qui sont naturels et tout à fait logiques. Après, pour le coup, j'admets que c'est vraiment mon point de vue sur la question, même si je m'appuie évidemment sur des travaux de recherche que j'ai cités, et je suis très curieux de connaître le vôtre en commentaire pour qu'on puisse en débattre, parce qu'à mon avis c'est un vrai débat intéressant. Et je sais que beaucoup vont prendre cette vidéo comme simplement moi qui dis bon bah oui les temps changent, on s'adapte et du coup on n'a pas les mêmes normes et il y a certaines choses qui nous choquent par rapport à il y a 10 ans, mais c'est pas vraiment mon propos. Mon objectif c'était d'essayer de sortir un petit peu de la polémique qui, comme je l'ai dit, est un débat important et un débat qu'on a déjà eu et qu'on aura encore de nombreuses années, pour essayer de voir que selon moi ce n'est pas le seul point de tension dans ces polémiques-là. C'est notre rapport aux œuvres dans le temps et dans l'histoire. Et je trouve qu'on a très peu l'occasion de se questionner sur ce genre de choses, alors que pourtant ça me paraît primordial. Je voulais donc montrer que certes les mentalités changent, mais ce changement va avoir un impact concret sur l'œuvre, par le biais de sa réception évidemment, mais pas que. Et je voulais par la même occasion dédramatiser un petit peu tout ça, et expliquer qu'en fait c'est assez logique que même nos séries préférées vieillissent mal. Et c'est pas grave. Les séries, comme nous, ne sont pas intemporelles, car elles dépendent de facteurs interprétatifs influencés par les changements sociétaux. Accepter que nos séries préférées sont devenues problématiques ou ont mal vieilli, c'est accepter que toute chose est destinée à subir le même sort imposé par le temps qui passe, vieillir, puis, à terme, disparaître. If you enjoyed this video, you might like this one about the hidden meaning behind the TV show Malcolm. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you next